Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Crans-Montana. On est ce soir au Colorado Riders Chalet, à quelques mètres seulement de l'arrivée de la piste de la Nationale. La piste de la Nationale qui sera le théâtre d'une descente, puis un super G de Coupe du Monde ce samedi et dimanche. Et pour en parler, Marine, on a deux invités qui connaissent plutôt bien les lieux. Et oui, Greg, et qui de mieux que Didier Defago, directeur général, ainsi que Jean-Philippe Vuillet, dit Pilou, pour nous parler de ces Coupes du Monde à Crans-Montana. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant de parler de Crans-Montana, nous allons revenir sur les courses des championnats du monde à Saalbach. On va revenir sur les résultats, Greg. Et oui, et des mondiaux qui ont été simplement exceptionnels pour la Suisse. Didier, 13 médailles, 5 en or. Est-ce que si on t'avait dit ça il y a 3 semaines, tu aurais parié sur un tel total? Bon, peut-être parier pas, mais je pense qu'on aurait signé tous. Maintenant, on sait que ça fait 2 ans qu'on a une équipe suisse quand même qui est... plusieurs années, mais maintenant qui est très homogène sur toutes les disciplines. Ça va très très fort, et puis je pense ce qui est important à relever pour moi, c'est qu'ils ont tenu leur rôle de favori, et ça c'est quelque chose de très très fort dans un événement comme celui-là. C'est exceptionnel, hein. Ça faisait depuis 1987 à Crans-Montana qu'on n'avait pas eu autant de médailles. Il y en a eu une en plus, hein, il y a 40 ans. Est-ce qu'on doit s'habituer à ce genre d'exception, ou bien est-ce qu'il faut faire attention, quoi? C'est exceptionnel. Bon, je pense que c'est exceptionnel. Après, on s'habitue volontiers à un bon résultat. Après, il faut peut-être aussi des fois relativiser quand ça ne va pas comme on veut. Aujourd'hui, l'avantage qu'a l'équipe suisse, c'est qu'ils ont 6-7 athlètes au départ qui sont capables de gagner, capables de jouer le podium. Donc ça fait la différence par rapport à des équipes ou à des années où vous en avez 1 ou 2 qui sont capables de jouer le podium. Et là, ça peut aller beaucoup plus vite quand il y a des erreurs qui se font lors des manches. Piou, une performance qui t'a particulièrement marqué durant cette quinzaine, qu'elle soit suisse ou pas? Alors malheureusement, j'ai pu voir très très peu d'images, si ce n'est même quasiment aucune, parce qu'on était très occupés sur la piste. Qu'est-ce qui m'a vraiment impressionné? Oui, alors j'ai beaucoup aimé la victoire de Camille Rast. Et puis, encore une fois, ce que disait Didier, c'est vrai quoi, que les favoris tiennent leur rang sous une pression forte, comme toujours. C'est ça qui, moi, m'impressionne le plus. Didier, s'il fallait garder une seule image, un coup de cœur. Bon, un coup de cœur, moi je pense qu'il y a Franjo von Allmen, où je pense qu'il a, voilà, il est jeune. Il n'a pas froid aux yeux. C'est peut-être Teddy, lui, c'est peut-être une petite surprise pour moi quand même sur la descente, dans le sens où il gagne quand même Wengen. Tu dis qu'il a un petit peu de pression, il se débrouille très très bien sur le reste de la saison, c'est clair, mais voilà, il fait une course vraiment juste, vraiment il a trouvé chaque courbe, il a pu trouver sa limite, et ça je pense que c'est quand même pour un jeune comme ça exceptionnel. Mais justement, comment on l'explique? On dit tout le temps que la descente, il faut avoir de l'expérience, enfin... Oui, après voilà, on a des exceptions hein, dans certaines générations. On peut parler d'un Odermatt aussi, comme on a eu des Hirscher ou bien des Mayer dans d'autres nations, des Body Miller. Et ben voilà, je crois que ce qu'il faut relever aussi là derrière, c'est que on a quand même une équipe des Valaisans, avec Loïc, avec Camille, comme il a dit Pilou, mais aussi avec, bon ça a peut-être moins bien tourné pour eux, ou pas, ils n'ont pas obtenu les attentes qu'ils avaient, avec Justin, Daniel et puis Luca. Donc voilà, ça montre vraiment le bassin qu'il y a, la possibilité qu'il y a aujourd'hui d'aller grimper les médailles, et puis c'est juste fantastique, quoi.
La première semaine dédiée à la vitesse, les mondiaux se sont mis en mode technique et tout avait parfaitement commencé pour la Suisse. Au lendemain de la médaille d'argent de Laragout Berami et Wendy Holdener, les hommes ont signé un magistral tripié sur le combiné masculin grâce à Meillard von Almen, Monet, Neff, Rocha et Robantin. Didier, on savait l'équipe de Suisse forte, c'est vraiment la nation qui domine sur cette Coupe du Monde. Oui, bon, je pense que ça fait maintenant 4 ans qu'ils dominent la Coupe du Monde, hein, on va dire, il ne faut pas se le cacher non plus, il faut être fier, je pense. Pardon. C'est quelque chose, encore une fois, aujourd'hui on est dans une dynamique ou une spirale très positive, et je pense qu'il faut, voilà, les gars, ils en profitent. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est peut-être, vu de l'extérieur, l'état d'esprit. Et chacun, aujourd'hui, sait qu'il est capable de faire ce que l'autre a réalisé. Et ça amène une force, ça amène une cohésion dans l'équipe. On voit aussi, si on analyse un petit peu, on a des athlètes qui sont capables de gagner sur certaines conditions de course, de piste, et puis d'autres qui sont capables de gagner sur d'autres conditions. Et l'amalgame, là, il est impressionnant. Et c'est ça qui est fort, où c'est pas le cas peut-être de toutes les équipes, où on sait que peut-être des pistes verglacées, telle et telle nation un peu plus difficile. Et on sait que les neiges salées, les Norvégiens en général, les Nordiques sont très très forts. Mais on voit aujourd'hui que les Suisses aussi s'en sortent très très bien. Donc c'est une grande force, je pense. C'est les qualités de chacun qui permettent à l'équipe vraiment d'être au sommet. Tout à fait, tout à fait. Après, il faut parler de l'encadrement. Je pense qu'il y a aussi qu'il y a eu une continuité depuis des années aussi là derrière. Et ça, il y a une confiance qui s'est installée. Ils se sont tous un petit peu bien retrouvés. Ce qui est important dans l'encadrement, et je crois qu'aujourd'hui c'est le cas, c'est d'avoir des personnalités différentes. En tant qu'athlète, de savoir chez qui se tourner. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont. Urs Lehmann, le président de Swisski, qui disait justement que, par exemple, l'entraîneur Nidegger a été au contact des Norvégiens et il a amené en Suisse cet esprit de compétition. Pilou, tu as été entraîneur aussi de l'équipe de France, de Suisse. À quel point c'est important cet esprit de vainqueur pour justement être présent à des championnats du monde? Alors, oui, moi j'ai été longtemps entraîneur en France, mais tout est important. Vraiment, tout est important. Et l'encadrement est majeur dans une équipe. Ça veut dire la façon dont il présente les choses, la façon dont il anime le groupe, la façon dont il fait en sorte que le groupe travaille ensemble vers un objectif très ambitieux. Ça peut prendre du temps. Probablement, je n'ai pas l'historique précis, mais je pense que le ski suisse a connu des moments difficiles aussi. Et la stabilité dont parlait Didier, c'est très important. Quand on doit reconstruire une équipe, il faut faire confiance à l'encadrement. Il faut bien le choisir, évidemment, mais il faut lui faire confiance. Il faut savoir que ça peut prendre du temps, mais que quand les choses sont en place, on peut atteindre un résultat comme celui que l'équipe suisse a obtenu à Saalbach. Justement, ça s'est très bien passé pour les Suisses, moins bien pour la France, hein. Un 0 pointé. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y a des blessés qui manquaient à l'appel, évidemment. Ça montre la fragilité d'un succès. Il faut profiter du succès, il faut se remettre en question toujours. Et puis, il peut toujours se produire des aléas dans la vie d'une équipe, pas seulement d'un coureur, mais d'une équipe aussi. Assez souvent, il y a une loi des séries, il y a un blessé, il y a 2 blessés, il y a 3 blessés. Et on est dans une spirale moins favorable. Et je crois que c'est ce qu'a un peu vécu l'équipe française, qui était quand même pas mal partie en début de saison et qui finalement revient bredouille. Parlons un peu du géant féminin remporté par Federica Brignone, qui est devenue la plus vieille, entre guillemets, championne du monde. Laragout Berami qui termine très très proche du podium. Elle a annoncé, c'est ses derniers mondiaux. Didier, en tant que directeur général des championnats du monde aussi de Crans-Montana en 27, c'est un regret qu'elle ne soit pas là. Ça reste une des meilleures skieuses que la Suisse ait connue. Oui, bon, Lara, elle a sa personnalité, c'est clair. Maintenant, c'est une décision qu'on doit respecter. Je pense que dans la carrière, dans la vie d'une athlète ou d'un athlète, voilà, elle l'a dit aussi, ça a été mon cas, ça a été le cas aussi d'autres athlètes. On arrête en bonne santé. Et je crois qu'on sait pertinemment que le sport de haut niveau, c'est pas forcément bon non plus pour c'est bon de faire du sport, mais le sport à très haut niveau, c'est pas forcément bon pour le corps. Et donc voilà, je respecte, elle a vécu beaucoup de choses. Je pensais qu'elle avait, le fait d'annoncer ça en début de championnat du monde, ça allait un petit peu la libérer.
Et puis, alors je ne sais pas si ça a été difficile à savoir, si ça lui a mis un petit peu plus de pression pour essayer de ramener une breloque, ou si ça l'a trop, justement trop relâché, et puis il dit maintenant, j'ai annoncé ma suite de carrière, je peux faire comme je veux. Mais non, je respecte, j'espère juste que Lara sera présente sur les 2 semaines, au moins un jour, et ça me fera un plaisir de pouvoir l'inviter et de pouvoir la croiser ici à Crans-Montana. Après voilà, ça dépend, voilà, c'est une dame, hein. Vie de famille, les objectifs sont peut-être différents, il y en a qui restent dans le milieu, il y en a qui restent pas, donc à voir, mais on peut lui souhaiter que tout de bon déjà pour les Jeux Olympiques l'année prochaine, et puis pour la suite de sa vie privée et professionnelle. Du côté masculin, on attendait Marco Dormat, mais aussi Loïc Meillard. Finalement, Marco finit au pied du podium, 4e. C'était une surprise pour vous ou pas? Marco ou Loïc? Marco, c'était le gros favori. Marco, c'était le gros favori. Il en a fait son objectif aussi. C'est clair. Maintenant, Loïc a suivi son petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Il est resté focus. Et je crois que c'est tout à son honneur. Et puis le résultat, il est là. Sans dire que Marco ne l'a pas fait, c'est pas ça. Marco sort aussi de 3 saisons extraordinaires. Je pense beaucoup de demandes, beaucoup de pression, beaucoup d'annexes à la compétition pure. Et ça prend de l'énergie. Énormément d'énergie, et il faut pouvoir aller avec, mais voilà, aujourd'hui on sait que y a 10 gaillards au départ qui se tiennent dans un mouchoir de poche, et puis qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut skier à 100%, à 99 ça suffit pas, et puis à 101 on frôle des fois la catastrophe, et puis voilà. Et les mondiaux se sont finis en feu d'artifice avec un doublé de Camille Race devant Wendy Holdener en slalom. Pilou, que t'inspire ce doublé? Alors moi, d'abord, j'ai toujours travaillé avec des équipes féminines, donc c'est peut-être un peu pour ça que je citais tout à l'heure Camille. Pour moi, c'est une belle situation, je veux dire. Alors, que ce soit Wendy qui soit devant ou Camille, dans les 2 cas, il y a la nouvelle génération, et puis il y a Wendy qui a déjà une plus longue expérience. Et je trouve que c'est non pas un passage de flambeau, parce que j'espère que Wendy va skier encore longtemps, mais c'est une cohabitation qui me plaît, que des générations arrivent à cohabiter et à bien cohabiter, gagner chacune leur tour, c'est parfait. Et le lendemain, Loïc Meillard aussi, médaille d'or. Didier, tu sais ce que ça veut dire, hein? Toi, tu as eu cette médaille d'or au JO, en descente. Au mondiaux, pas. Voilà. Est-ce qu'il y a un avant et après médaille d'or? Tu l'as senti, toi, par exemple? Oui, je pense qu'il y a un avant et après. Maintenant, Loïc a un palmarès un peu différent du mien aussi, hein. Il a déjà, c'était pas ses premières médailles. Certes, c'est son premier titre. Donc c'est vraiment ce qui compte aussi quand on voit le championnat du monde. On parle surtout des médailles, mais on voit vraiment d'habitude, généralement, c'est le champion du monde qui est venu en avant. Après, non, mais amplement mérité. Si je fais un petit clin d'œil, c'est qu'au moins, je suis sûr de le voir ici en 2027, en admettant qu'il continue sa carrière. Donc lui, il a sa place déjà assurée pour le slalom de 2027. Donc voilà, chez lui, à la maison, en Valais, je pense que ça peut être quelque chose de fantastique et de très fort émotionnellement. Alors on a parlé de ces mondiaux exceptionnels pour la Suisse, et on a aussi posé la question à Urs Lehmann, président de Swisski. Il a tiré le bilan, par contre c'était après la première manche du slalom féminin. Camille Race était en tête, il ne savait pas encore qu'elle allait s'imposer devant Wendy Holdener. Regardez. Oui, alors on est avec le président de Swisski, Urs Lehmann. La première manche du slalom féminin est terminée, Camille Race est en tête. Urs Lehmann, si on revient sur ces 15 jours, le bilan pour la Suisse est déjà exceptionnel. Oui, je pense qu'on a passé des journées magnifiques, ayant 10 médailles avant les 2 slaloms, puis maintenant Camille en pole position. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis là, laisse-moi commencer avec les hommes. Là, on n'a jamais eu 8 médailles dans l'histoire du ski. Alors, l'équipe a pu écrire l'histoire, et puis c'est incroyable. Et puis aussi les nouveaux formats avec le team event, ayant 6 garçons suisses sur le podium, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis les émotions, c'était grand. Et puis non, c'est top, c'est le top du top. Comment est-ce que vous expliquez ce succès de l'équipe de Suisse? Ça se construit depuis des années. Oui, il n'y a pas de secret, hein. Et puis c'est pas par hasard qu'on est là où on est. C'était du travail dur pendant des années. Et puis là, maintenant, je parle des entraîneurs, du staff. On a réussi de mettre les bonnes personnes sur le bon poste. Et puis c'est tout qui joue très bien ensemble. Encore une fois, il n'y a pas de secret, hein. C'est le travail dur, donner du temps, donner des perspectives, et puis voilà, on y est.
Urs Lehmann, il y a quelque chose qui est assez marquant dans cette équipe de Suisse, c'est l'ambiance. L'ambiance qui est assez folle. On voit ces gamins, ces hommes qui sont tellement heureux. Comment on explique ça également? Bon, là, il y a plusieurs hypothèses, si on veut. C'est vraiment Marco comme la grande vedette, mais très intègre à l'équipe, il tire l'équipe, etc. Mais pour moi, encore quelque chose dont on ne parle pas trop. Et Retoni Decker, par exemple. Lui, il y a 10 ans, en 2013, quand on avait la crise, moi, j'ai dû lui dire, comme lui, il voulait devenir chef des hommes, j'ai dû dire, tu es un grand talent, mais va voir encore, tu dois apprendre encore 2 ou 3 choses. Il est parti en Norvège, il était fâché avec moi. Mais là, il a appris, on était toujours en contact, il est revenu. Et puis, il est techniquement super, mais ce que j'adore, moi, je pense qu'il a aussi un peu ramené cet esprit des Norvégiens dont on avait parlé pendant 10 ou 20 ans avant. Et puis voilà, maintenant, je pense que c'est nous qui avons cet esprit aussi comme les Norvégiens, mais mieux. Petit bémol toutefois, chez les dames, la vitesse, ça s'est un petit peu moins bien passé. On avait l'habitude d'avoir des médailles depuis plusieurs championnats du monde. Là, c'est un petit peu plus compliqué chez les dames. Il y a encore du travail à faire. C'est vrai, il y a du travail, mais j'aimerais quand même dire, si on voit le classement des nations, chez les dames, la Suisse est la numéro 1. Mais on a aussi vu ici, bon, on peut faire des belles médailles encore aujourd'hui, mais on voit bien maintenant le change de génération. Il y a Lara, ces derniers mondiaux, et puis d'autres aussi qui vont être à la retraite en 2027. On sait bien, il faut préparer ce changement, et puis aussi essayer encore d'un peu plus large en totalité, comme les garçons. Et puis on sait qu'on a du travail, mais encore une fois, on est quand même la nation numéro 1 aussi chez les femmes. Vous avez parlé de 2027, les prochains championnats du monde, c'est à Crans-Montana. On a fait venir nos gens de l'organisation et puis on a dit, regardez ici, c'est top, c'est magnifique ce qu'ils font. Alors on va prendre le meilleur de tout ça et puis vous pouvez être rassurés que nous, on va tout faire pour faire une très très grande fête. Et puis là, en 27, et puis je sais, avant tout, les Valaisans sont très enthousiastes. Puis là, je suis sûr qu'on va avoir une très très belle fête en 2020. On a déjà de la Coupe du Monde la semaine prochaine. Là aussi, ça s'annonce un spectacle incroyable avec les héros de Saalbach qui sont en Suisse à la maison. Eh bien, ouais, ça aussi. Cran, on n'avait plus les garçons depuis quelques années. 2012. Ça veut dire après 13 ans, c'est les garçons qui reviennent pour avoir le test pour les mondiaux. Alors j'espère bien que ça va être un spectacle, que tous les Valaisans et puis tous les Suisses viennent voir et puis viennent fêter. Et puis je pense avec ces soit 10, soit 11, soit 12 médailles qu'on a fait ici, que ça va motiver les gens de venir à Cran. Urs, merci beaucoup pour les émotions qu'on a vécues toute cette semaine. C'était vraiment un grand moment, en tout cas ces 2 semaines. Et puis on se réjouit de continuer à Crans-Montana, de voir tout ça ces prochains jours en tout cas. Merci Urs. On va faire ce qu'on peut, le possible et puis peut-être même l'impossible. Merci beaucoup Urs. Greg, un petit mot avant de se quitter, Greg, on va donner un petit mot quand même parce qu'on a vécu des championnats du monde qui sont d'ailleurs pas tout à fait terminés mais assez extraordinaires. Est-ce que toi, il y a un moment qui t'a particulièrement marqué? Alors personnellement, j'ai adoré le combiné par équipe. Le combiné par équipe, c'est vrai que ce combiné a failli disparaître, on l'a réinventé et là il me semble qu'on a trouvé la formule gagnante. Je ne dis pas ça parce qu'on a réalisé un triplé suisse, mais aussi avec cette image des 6 Suisses assis par terre, qui ont fait la hola avec le public, ça rappelle une équipe de foot qui a gagné sur le territoire du rival, l'Autrichien. Et franchement, ce combiné, il me plaît. On a ressenti des émotions, Justin Murisier l'a dit, Daniel aussi. Enfin, ils n'étaient pas sur le podium, mais voilà, on crée des émotions avec ce nouveau combiné. Oui, je suis assez d'accord. Et puis au-delà de ça, j'ajouterais qu'on a des jeunes. On a des jeunes extraordinaires dont il faut profiter. Il y a Franjo von Halmen qui est vraiment une immense star en devenir. Alex Simonet, j'en parle même pas. Et tout ce moment qui est tiré par un Marco Odermatt voilà, qui a une personnalité assez magique. Et c'est vraiment cet esprit d'équipe qui est assez marquant. Tu l'as expliqué dans le combiné, on l'a particulièrement ressenti. Mais les émotions étaient fortes, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de supporters suisses ici. Il y en avait énormément, on a aussi vécu beaucoup d'émotions à ce niveau-là. Et je pense que voilà, c'était un moment très fort et ça peut que bien se passer, en tout cas à ce niveau-là à Crans-Montana dans 2 ans. J'allais dire justement, c'est réjouissant en vue de Crans-Montana. À Crans-Montana justement, pendant que les Suisses fêtaient leur médaille ici, en Coupe d'Europe, il y a eu un sextuplé, il y a eu une victoire de Christophe Torrent. Donc l'équipe est déjà très très performante en Coupe du Monde, au Championnat du Monde, mais derrière ça pousse. Et ça présage des jours incroyables. Ouais, en tout cas sur le plan sportif, ça présage des jours incroyables. Il y a pas mal de défis encore sur le plan de l'organisation à relever, mais ça on vous laisse évidemment en parler en plateau.
Et depuis cette interview, donc, la Suisse qui a rajouté 3 nouvelles médailles à son bilan exceptionnel. Cette fois, les championnats du monde de salle barre sont terminés. Place à la Coupe du Monde à Crans-Montana. On en parle tout de suite dans la grosse actu. Effectivement, ce samedi, les Coupes du Monde à Crans-Montana auront lieu. Samedi, une descente, dimanche, un Super G. Didier, vous êtes prêt à accueillir les meilleurs skieurs au monde? Bon, oui. Non, oui, je crois que. On sera prêt. En tout cas, non, psychologiquement, et puis que toute l'équipe qui est là, on sent vraiment une émulation, on sent une motivation. Voilà, on est dans le dernier chose finale où on règle les détails, où il n'y a pas de problème avec des solutions. Donc voilà, mais on sera prêt pour samedi, ça c'est clair. Et puis ça, c'est l'objectif. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être paraître un peu saugrenues, j'ai envie de dire comme ça, sur la mise en place de certains concepts, comme ça. Il ne faut pas oublier que ces Coupes du Monde et celles de l'année prochaine ont vraiment un focus sur 2027. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui étaient sur la place, beaucoup de plans, beaucoup de concepts qui étaient sur la table, pardon. Et pour nous, ça a été important de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre en œuvre en vue de 2027. Donc une partie sera déjà implémentée lors des Coupes du Monde 2025. Ça va être l'émeute d'accueillir des champions qui ont brillé lors des mondiaux, notamment Loïc, Meillard, Marco Dormat. Vous attendez à beaucoup de monde? On l'espère, je crois que c'est l'envie et le souhait de chaque organisateur. Ça fait plus d'un mois que la descente elle est overbookée, elle est complète. Le Super G, ça fait 2 semaines bientôt. Donc voilà, on parle pas des places VIP qui n'ont pas passé Noël. Donc c'est vraiment un très très gros succès. Déjà avant les semaines de Saalbach, et puis on sent maintenant encore une poussée où on a encore des dernières demandes, mais on ne peut plus. La seule solution qui reste, c'est que les gens se déplacent à ski pour la fan zone des Houles. Et ça, c'est la dernière option aujourd'hui pour les téléspectateurs, pour que les spectateurs puissent voir la course. Il y aura un écran géant en plus sur place et tout. Donc on essaye de satisfaire tout le monde, mais ce sera compliqué. La capacité des spectateurs a doublé, c'est ça, par rapport aux épreuves féminines. Tu arrives un peu à expliquer comment vous avez réaménagé cette zone d'arrivée? Bon, on a déjà fait 2 tribunes, deux tribunes de chacune, environ 2700 à 2800 personnes. On a prévu aussi une petite tribune en entrée au milieu du mur d'arrivée, entre les 2 pistes, entre la Mont-Lachaud et la Nationale, où on accueillera entre 800 et 1000 personnes. Et puis après, comme je l'ai dit avant, ces fameux fan zones Houles qui demandent un accès juste avec un abonnement de ski. Et puis on s'est dit pourquoi pas, ça c'est vraiment une vision justement 2027, déjà travailler sur Icor, l'endroit sur lequel il y a déjà un écran géant pour les remises d'ossard, pour les résultats, de pourquoi pas diffuser déjà la course la journée et puis d'animer déjà un petit peu cette place pour les gens qui passent, pour les gens qui ont peut-être pas envie de passer un bon moment s'il y a le soleil qui est là, s'il fait beau et puis que c'est agréable. Donc si on n'a pas de billet, on peut venir là, place d'Icor, on place peut regarder d'Icor, la course en direct. Voilà, vous allez regarder la course en direct. Il y a, je suis obligé de faire attention parce qu'il y a ma chef de presse qui regarde. Normalement, il y a speaker aussi, il y a animation, donc voilà, avec aussi quelques stands, boissons et nourriture. Si on parle un petit peu de la piste, il y a eu des chutes de neige ces derniers jours. Pilou, vous avez dû retourner sur la piste, vous avez une grosse équipe derrière vous pour vous aider? Oui, c'était un travail énorme. Et ça me permet de les mettre en avant là aujourd'hui. Beaucoup de travail. Une piste de descente, en tout cas celle-ci, c'est plus de 3 km de long. En général, on parle de 40 mètres de large, c'est beaucoup plus ici. Et quand on a 35 cm de neige, c'est un volume énorme à évacuer, puisque nous, on veut retourner sur une base préparée, dure. C'est ce qu'on doit proposer aux athlètes. Et il y a eu un travail énorme de repréparation de la piste qui était prête jusque-là. Justement, concrètement, pour les gens qui ne savent pas. Très concrètement, c'est un peu saugrenu, c'est le mot utilisé, mais on doit enlever la neige qui vient de tomber sur celle qui était là auparavant et qu'on avait déjà préparée. Et donc c'est un travail d'évacuation de neige nouvelle, de neige fraîche, qu'on met sur des endroits où ensuite on peut la retrouver pour la redonner au domaine skiable. Mais c'est un travail énorme et il a été parfaitement réalisé sur 3 jours. Un travail de titan. Titanesque, magnifique. Ouais. Vous avez eu la Coupe d'Europe aussi la semaine passée. Ça vous a aidé vraiment. C'est un test grandeur nature déjà avant la Coupe du Monde. Ça nous a mis à l'épreuve, oui, parfaitement. C'était pas seulement, je veux dire,
on prenait pas seulement, on prenait pas la Coupe d'Europe comme une mise en bouche comme ça. Hein. On avait à cœur de réussir, ça a été le cas. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une bonne mise à l'épreuve. Et ça a été, on en a tiré de vrais bénéfices. S'il fallait décrire cette piste, hein, on la voit en ce moment à l'écran, cette piste de la nationale, ses spécificités, ses passages clés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment est-ce qu'on peut la décrire, Didier? Oh, je pense que c'est une piste challenging. S'il n'y a pas de répit, il y a une partie du haut qui est, on part sur des grandes courbes de descente vraiment avec un rythme vraiment de descendeur un peu calme. Après, on arrive sur dans tout ce dévers de Belle à lui. Après, on arrive sur la cassure de Crider où là, on attend quand même un joli saut. On a vu ça lors des Coupes d'Europe. Et on a vraiment là 3-4 courbes à haute vitesse qui s'enchaînent avec le passage vers la cabane du chasseur, après le tunnel des marmottes, puis on arrive vraiment sur ce plat des Houlesses où les spectateurs pourront se présenter. On rentre dans les bosses de la forêt où là c'est vraiment... Allez, ça demande un petit peu de rythme. C'est entre de la descente, des courbes de descente et des courbes de super G. Et puis on arrive sur une partie finale avec le saut de l'étoile, le saut des 4000, le saut Chalet-Roger-Mour. Et puis je pense qu'après, la délivrance, parce que ce sera long. Après les championnats du monde. Sur combien à peu près? Moi je pense entre 1,58 et 2,01. Ça va chauffer. Ça va chauffer, ouais. On le rappelle, hein, il a fallu remettre cette piste un peu aussi au goût du jour. Hein. Ça fait depuis 1987 qu'elle avait été pas empruntée depuis le sommet, depuis Belle à lui. Quels travaux vous avez dû faire? Il y a eu de l'enneigement technique beaucoup sur la partie sommitale. Au début, on disait qu'il n'y avait pas besoin, ou bien un petit peu ce qui se disait, il n'y avait pas besoin, parce qu'il y a toujours de la neige à Belle à lui. Et puis cette année, ça a déjà fait ses preuves que ce sera utile pour le domaine skiable, parce qu'avec tout le vent qu'il y a eu au mois de décembre, il y avait quasiment plus de neige pour les vacances de Noël. Donc ils étaient contents d'avoir l'enneigement technique, comme ça ils ont pu ouvrir et puis les gens skier. Après, il y a toutes les filets de haute sécurité, les filets A. Et puis on a dû faire vraiment retirer du câblage, tout ce qui est électricité, chrono, fibre optique, en collaboration avec la télévision, en collaboration avec le centre d'électricité local. Et puis voilà, je crois que c'est plus ou moins prêt. Non, il y a eu quelques surprises avec la neige et tout. C'est toujours facile l'été quand il n'y a rien. Et après, il y a de la neige, il y a de l'eau qui arrive, on pousse dehors de la neige et tout. Puis on a des petites surprises. Donc ça fait partie des détails qu'on doit trouver. Ça fait partie de ce qu'on disait en début d'émission. Il y a des petits soucis, puis on doit trouver des solutions. On n'a pas le temps aujourd'hui d'essayer de trouver autre chose. Et cette nouvelle version de la nationale, elle est taillée pour quel type de descendeur? Pour les Suisses. C'est pour ça qu'ils l'ont refaite. Non, mais je pense que c'est un descendeur complet. Moi, je sais pas. Pilou, c'est l'œil plutôt de l'entraîneur. Je sais pas. Ouais, mais j'ai pas assez travaillé avec les hommes. Mais moi, c'est pas évident de dire qui va gagner ici, parce que c'est une piste où il y a tout dedans. Il y a vraiment de tout. Et il y aura. On peut avoir des surprises. Peut-être un Suisse qu'on n'avait pas vu venir. Je le souhaite d'ailleurs, ce serait bien. Les Suisses ont brillé en Coupe d'Europe, ils brilleront peut-être lors de la Coupe du Monde. Sextuplé, ça confirme ce que tu disais pour les Suisses. Sextuplé, et puis un local qui gagne la deuxième descente. Donc, Christophe Torrent, ouais. Pourquoi pas, je pense que... Ouais, je suis assez d'accord avec Pilou, il y a peut-être des surprises. Il faudra par contre les avoir bien accrochés. Je pense qu'il y a certains, on a vu aujourd'hui, en tout cas moi j'ai été surpris de la neige. Hein. La neige est rapide, donc il faudra les avoir accrochés, puis il faudra être attentif. Ouais. Il y a aussi ce mur final, hein, très exposé pour les dames. C'est un peu moins le cas pour les hommes, ou bien il faut quand même prêter attention à ce mur final. Il est un tout petit peu moins exposé, mais c'est pas ce qui fera vraiment la différence. Je pense que c'est un peu moins compliqué que pour les dames, pour être honnête, dans la mesure où on est sur des lignes un peu directes, moins de virages sur cette partie finale, ce qui n'est pas le cas chez les dames. Chez les dames, on a 3 ou 4 courbes avec de fortes pressions, et là, on a un peu plus de mal. Même si ce sont les dames, il y a ces courbes qui sont toujours problématiques. Là, on est plus sur des lignes directes, des lignes droites, et ça devrait bien se passer. Puis plutôt en l'air aussi. Et en l'air aussi. C'est toujours une bonne nouvelle pour nous. Ouais. Pilou, on parlait de la préparation de la piste, notamment du processus d'injection avant ces chutes de neige. Comment est-ce que tu arrives à l'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est? C'est assez simple. Une neige
sur laquelle un vacancier va skier, elle est comme elle tombe ou comme on la produit, comme on la fabrique. Et nous, on rajoute de l'eau dedans, qui cette eau gèle quand les températures sont froides et qui se rapproche de quelque chose de plus dense. Un bloc de glace, hein, tout le monde sait que c'est à peu près 110% du volume, c'est une densité théorique. Et nous, plus on met de l'eau, plus la neige est dense, plus elle est dure, et c'est ce qu'on cherche. Donc il faut des températures négatives pour que... On a absolument... Alors tout ça, on le calcule, en fait, on prend la météo et on choisit les meilleures fenêtres possibles. Le mieux, c'est quand même de mettre de l'eau quand les températures sont clémentes, parce que c'est un travail difficile. Et quand il fait une température assez douce, c'est quand même vraiment plus simple pour les gens qui travaillent sur la piste. Et on compte sur le regel de la nuit pour que cette formule se développe. Tout ce travail sur la piste, mais aussi dans l'aménagement de la zone publique, etc., la place à Icor, se fait en vue des championnats du monde. Vous avez été une équipe à aller à Svalbard, Interglem, pour prendre des informations, c'est ça? Vous êtes rentré avec quelles infos, justement? Bon, c'est vrai que Svalbard tombait entre guillemets mal, ou Grand Montana tombe mal, ça dépend de quel côté on se voit. Mais parce qu'on est vraiment, on a été un petit peu sur le début, chaque personne de son secteur qui a été, de son service qui a été à Svalbard, c'était en charge de regarder vraiment comment ça se passait là-bas. On fera le débriefing, je vous le cache pas, vraiment après les Coupes du Monde, ça permettra aussi de voir un petit peu avec ici. Mais parce que voilà, on est rentré, on a eu tout de suite les Coupes d'Europe, on enchaîne tout de suite avec la préparation des Coupes du Monde. Donc le focus était vraiment sur ces 10 jours, sur ces 2 semaines maintenant. Mais voilà, je pense que Pilou a expliqué, on l'a vu aussi avec ces chutes de neige lors de la fin de la semaine passée. Voilà, on a vu aussi à Svalbard qu'il y a eu un peu de pluie, un peu de neige. Sitôt qu'on a une base de 60-70 cm qui est homogène, qui est dure, entre guillemets, peut vous arriver la météo que vous voulez. Et puis la course, elle a lieu, elle reste, ça c'est bien. Parfait, ça, ouais. Ça c'était un point que j'ai vu. Et puis après, il y a les organisations. Je pense qu'on est un peu dans la même configuration dans tout le côté mobilité où Svalbard était assez étriqué. Hein. Nous, on a un petit peu la même chose avec cette situation des barzettes. Maintenant, on n'a qu'une seule arrivée aussi. Avec 2 pistes. Voilà. Et puis il ne faut pas oublier que c'est un peu la complexité du ski alpin, c'est la complexité des championnats du monde. On a été aussi à Courchevel-Méribel en 2023, on a fait le débriefing aussi avec eux des championnats du monde. Il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est que chaque endroit, chaque organisateur est géographiquement différent. Ça, c'est la première chose, pour les multitudes de choses. Hein. On peut parler du redout, on peut parler de la mobilité, on peut parler de l'hébergement, on peut parler vraiment de tout. Et le deuxième point, parce qu'on l'a vécu aussi un petit peu à Svalbard, et puis surtout à Courchevel-Méribel, c'est la météo. Pour moi, le succès de ces 2 semaines, c'est 65-70% de la réussite de l'événement. Et ça, c'est un des points qu'on ne peut pas influencer aujourd'hui, en tout cas. On a parlé de la capacité d'accueil au stade. Qui a évolué ces dernières années. Est-ce qu'il y a encore une marge de progression pour ces mondiaux, un objectif? Je vais dire qu'on y travaille. Non, mais c'est l'objectif d'avoir une marge de progression. Après, il y a un élément essentiel sur lequel on a travaillé aussi. C'est tout l'aspect sécurité des spectateurs, parce qu'accueillir du monde, c'est une chose. Mais les accueillir en toute sécurité, c'en est une autre. De pouvoir fournir des voies d'évacuation, voilà. Et ça, c'est une collaboration avec les services de la commune qui a été très importante. Je remercie aussi là, je profite du clin d'œil de Yves Mita qui a l'expérience de l'Omega Open Masters, donc qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Et c'est un petit peu aujourd'hui les solutions qu'on doit trouver pour les championnats du monde pour pouvoir accueillir plus de monde. On parle de ce stade d'arrivée, notamment des oppositions. Didier, tu l'as rapidement évoqué à Svalbard. Est-ce que ça avance? Ça avance. Voilà. Vous êtes en discussion. Voilà. Les discussions sont constructives. Exactement. Non, les discussions sont constructives. Après, c'est pas l'organisation qui a le lead là-dessus. Ouais. Donc nous, on suit quand même un petit peu. C'est un dossier quand même qui est important pour nous. Mais voilà. Enfin, pour nous, pour l'organisation, pour aussi. Il y a un point pour moi qui est essentiel, c'est qu'on parle souvent de l'image de Grand Montana, on passe ouais, puis le Valais, machin, et c'est ça. Mais on oublie l'image de la Suisse que ça donnera à ces championnats du monde. Parce que c'est 80 pays.
c'est 500 athlètes et je pense que ça va au-delà de juste une région et de l'image d'une région qu'on va donner. Donc là, on a vraiment un impact national et international qui sera très très fort. Et puis ça dépend aussi de ce qu'on va pouvoir fournir comme infrastructure à cet événement. Allez, du stade d'arrivée, on passe aux réseaux sociaux. Mais d'abord, place à une page de pub. Vivez local, banquet local. Et oui, sur les réseaux sociaux, on a vu sur le compte de Swisski ces images après le triomphe de Loïc Meillard qui a donc offert la 13e et dernière médaille pour la Suisse dimanche. Et on a vu aussi cette vidéo sur le compte de Mallory Blanc, ambassadrice des championnats du monde 2027. Des médailles qui tombent du ciel sur la piste et le domaine skiable. Regardez. Non mais regarde-moi cette... What? C'est quoi ça? Une médaille? Oh, regarde, il y en a une autre là. Mais c'est les médailles des championnats du monde. Dans 2 ans, c'est le milieu après Montana. Et Crans-Montana, justement, on le rappelle, qui accueille la Coupe du Monde le week-end prochain. Didier, vivre une Coupe du Monde à la maison, c'est particulier. Alors en tant qu'organisateur, c'est particulier aussi. C'était mieux en tant que coureur. Ouais, je sais pas. Non, disons que la nervosité, la tension, elle est différente. Hein. Mais oui, de vivre quelque chose à la maison, il y a tout l'aspect performance qui reste, hein, c'est clair. Faut pas mettre ça de côté. Mais on a à cœur, et puis là, je pense peut-être surtout aux Valaisans, on a à cœur de montrer à ses proches, à ses fans qui n'ont peut-être pas fait le déplacement le reste de la saison et qui là sont juste à côté, de montrer de quoi on est capable, que nous on va envie de jouer, on a envie de jouer avec les meilleurs, et c'est quand même des émotions très particulières et puis très spéciales. C'est des choses que de course en course on vit des émotions très différentes, même en tant qu'athlète. C'est des émotions que tu as vécues lors des courses à Crans-Montana en 2012. C'est vraiment différent d'une autre course, même en Suisse allemande par exemple. Oui, c'est différent, ça doit rester authentique, ça doit rester à l'image de Crans-Montana, à l'image du Valais. Là je reviens, là, on doit montrer l'image vraiment de ça, mais avec une retombée beaucoup plus internationale. Mais on doit créer ou bien animer quelque chose au goût du jour, les tendances d'aujourd'hui, et puis avec ce qui se fait de mieux dans la région, quoi. Ça sert à rien d'aller non plus de chercher de A à Z. Après il y a des choses peut-être au championnat du monde sur lesquelles on ne doit pas se rater non plus, mais pour les coupes du monde on doit essayer d'avoir une certaine authenticité qui est pour moi primordiale. Pilou, tu es responsable des épreuves. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste ce rôle, cette fonction? Avant de vous expliquer mon rôle et mes fonctions ici, je vais juste ajouter quelque chose sur la question qui est précédente. Là, c'est qu'on peut aussi compter sur le public valaisan. Moi, j'ai vu du public dans le monde entier, et le public valaisan est festif et célèbre beaucoup, et j'ai toujours vu une ambiance assez impressionnante ici sur la piste de Mont-Lachaud à l'arrivée. Et on peut compter sur le public valaisan, il est incroyable. Il répondra présent, il sera là. Oui, il sera ici et il sera bruyant, j'en suis sûr. Non, mon rôle sur la piste, moi je suis donc le directeur d'épreuve, et donc pour toute la période de préparation qu'on est en train de terminer là maintenant, moi je supervise un peu, j'apporte mon expérience et j'aide autant que je peux, avec un staff quand même qui est là et qui est présent et qui est très performant ici. Et puis pendant la compétition, là je suis plus le lien entre la FIS, qui vient d'arriver d'ailleurs aujourd'hui, et tout notre staff. C'est moi qui transmets un peu les questions, les problèmes, les demandes de la FIS, et qui fait en sorte donc que tout se passe dans les règles de l'art pour l'organisation d'une Coupe du Monde.
Tu l'as dit, hein, tu es venu ici sur la piste du Mont-Lachaud avec les dames, avec les équipes féminines de Coupe du Monde. De manière plus globale, dans ta carrière, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué? Un succès avec une athlète? Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, et ça m'ennuie un petit peu. Je pourrais parler plusieurs heures là-dessus. Non, des bons et des mauvais moments. Alors, les mauvais moments sont, pour certains que j'ai vécu, tout à fait dramatiques. C'est le monde du ski. Mais pour les bons moments, j'ai envie de dire que ce n'est pas forcément les victoires. Il y a de très bons moments avec des jeunes femmes, puisque moi j'ai travaillé toujours avec les dames, qui sont simplement que quelqu'un a atteint quelque chose qu'il n'espérait même pas en rêve. Et ce n'est pas forcément une victoire. Une victoire, c'est toujours un petit plus quand même, mais il n'y a pas que ça. C'est la progression d'une athlète, de voir son chemin, l'accompagnement, c'est ça. Et je pense que c'est mon avis, pour être un bon coach, il faut aimer beaucoup la victoire, mais aussi savoir reconnaître une grosse performance, même si ça n'est pas une victoire. Puis tu es devenu responsable des épreuves de vitesse à la Fédération internationale de ski. Tu es donc souvent déjà venu à Crans-Montana. Enfin, c'est comme à la maison presque. Oui. Alors je dois dire, j'ai connu une énorme progression sur Crans-Montana. C'est-à-dire que les premières années, quand on arrivait à Crans-Montana, c'était des années difficiles, il fallait travailler beaucoup, mais on avait du mal à réussir. On réussit toujours, mais on avait du mal. Et l'organisation a beaucoup progressé jusqu'à devenir une organisation que moi, au sein de l'organisation de la FIS, avec mes collègues, je montre en exemple. C'est des conditions très difficiles sur Mont-Lachaud avec le soleil dont on parlait tout à l'heure et une exposition au sud terrible. Et c'était très bien maîtrisé par l'organisation ici à Crans-Montana. Justement, qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui du comité de Crans-Montana? Toi qui as vu passablement de pistes, d'organisateurs. Alors la force du comité, d'abord c'est que c'est un nouveau comité et que d'emblée comme ça, il a compris qu'il fallait se donner à 101%. Peut-être que 102 c'est trop, des fois même pour un organisateur, mais il faut être totalement dédié à sa tâche. Et c'est le cas ici. Didier, on imagine l'importance de pouvoir compter sur une personne comme Pilou. Oui, justement, alors c'est ce qu'il disait, il amène sa petite aide, moi je crois qu'il amène une grande aide, une certaine stabilité aussi dans l'équipe. Et puis ce qui est important, je pense à mentionner, c'est que derrière il y a quand même une très très grosse équipe. On est là, nous deux devant vous aujourd'hui, mais on a encore des gens qui travaillent sur la piste, qui font encore 2-3 choses ce soir encore, et je crois que chacun a le même objectif, c'est de faire du mieux qu'il peut, d'essayer d'amener quelque chose de parfait, c'est compliqué, mais le mieux possible, que tout le monde soit satisfait. Mais voilà, on a une très très grosse équipe, très motivée. Comme disait Pilou, des fois peut-être un petit peu trop, mais c'est mieux ça que l'inverse. Et je crois qu'on a la chance aussi d'avoir un soutien, que ce soit de la protection civile, que ce soit aussi de l'armée. Et je crois qu'ils s'intègrent aussi relativement bien. C'est toujours aussi une étape un peu spéciale pour eux ici à Crans-Montana ou en Suisse. Mais je crois que ce qu'il faut relever, c'est qu'on n'est pas tout seul. On a une équipe derrière sur qui on peut s'appuyer. Et ça, c'est la beauté aussi de cet événement. L'année dernière, c'était des courses féminines. Cette année, des courses masculines. L'année prochaine, c'est un mixte, c'est ça? C'est ça. Sur le même week-end. Alors, je précise bien, parce que je ne sais pas comment c'est parti, mais c'est sur le même week-end. C'est pas sur 2 week-ends, comme beaucoup de monde croit. C'est vraiment le même week-end. Donc aujourd'hui, ce sera entre 3 et 4 courses, du jeudi au dimanche ou du vendredi au dimanche. Mais c'est pas un week-end et un week-end. C'est vraiment la même semaine. Un concentré. Et puis les dates, c'est fin janvier, début février, avant les Jeux Olympiques. Tu as noté déjà la date? J'ai mis dans l'agenda. C'est réservé. Parfait. Mais d'abord, place aux hommes, avec les entraînements dès ce jeudi. Merci Didier, merci Pilou d'avoir échangé autour de ces mondiaux et des courses à venir. On se réjouit de vivre ces courses, notamment vous à la maison, mais on se réjouit de vous voir à Crans-Montana. D'ailleurs, les vainqueurs de notre concours ont gagné leur place pour la descente de samedi. On diffuse la vidéo des 2 jeunes athlètes de ski valet du team Anivier. Regardez ça en fin d'émission. Et merci aussi au Colorado Riders Chalet qui nous a accueillis ce soir pour l'émission. On se retrouve la semaine prochaine à Sion. On parlera évidemment des épreuves masculines de Coupe du Monde de Crans-Montana, mais également de celles des filles à Sestrières. D'ici là, portez-vous bien, vive le ski, bonne soirée, ciao. Ciao, ciao. Avec les succès, Noli et Dodi, sans oublier Camille et
Simone et Bérami. Ils iront tous ensemble fêter leur succès à la presqu'île. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my chérie. Never seen a girl that's so jolie. All I want is you, you're my chérie, my chérie. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman.